Pour découvrir l'univers de nos sols et mieux les connaître, je suis partie à la rencontre de paysans inspirants. Chacun à leur manière, ils ont su comprendre, respecter et travailler leur sol de façon durable, avec des résultats souvent bien supérieurs à l'agriculture intensive. Ancien salarié de l'agriculture industrielle, Bernard est aussi un ingénieur agronome érudit. Prenant conscience des conséquences d'une agriculture polluante, il décide de changer de modèle agricole en créant une riziculture bio en Camargue, dans le respect des sols et de l'environnement, tout en étant parfaitement rentable. J'ai souffert de fabriquer de la nourriture empoisonnée, entre guillemets, mais c'est quand même une réalité. C'était de la nourriture empoisonnée que nous fabriquions. Et j'ai souffert aussi de voir dans les rizières les nichets de canards sauvages disparaître. C'était une réalité, avec les nouvelles molécules qui ont une pérennité dans le sol très importante, une rémanence dans le sol très importante. On voyait de plus en plus de nichets de plus en plus éparses. Et ça, il y avait une espèce de culpabilité. J'avais honte de pratiquer mon métier comme ça. Voilà. Alors qu'on a un des plus beaux métiers du monde, quoi. Nourrir les autres, c'est quand même un beau métier. Et là, la façon dont on le pratiquait, ça ne me convenait plus. Voilà. Pourtant, je veux dire, j'ai cultivé, j'étais salarié d'une grande exploitation de près de 1000 hectares. Donc l'agriculture industrielle, je la connais par cœur, quoi. À 50 ans, avec mon épouse, on a décidé de sortir de cet univers-là. On a acheté cette propriété et on l'a convertie immédiatement à l'agriculture biologique parce que j'étais convaincu qu'on pouvait arriver à mettre en place un modèle rizicole bio performant. Faire du riz biologique, c'est compliqué, il y a beaucoup d'herbes, il y a beaucoup de pression d'herbes. Et donc, arriver à maîtriser tout cet enherbement naturel sans moyens artificiels qu'amène la chimie, c'était extrêmement compliqué. Et mon fils aîné est allé au Japon, et en rentrant, il me dit « Papa, j'ai vu un truc extraordinaire, les Japonais mettent des canards dans les rizières pour désherber, fais-le !» Bon, je suis allé voir sur Internet. Putain, c'est vrai que les images étaient vraiment jolies, quoi. Je suis parti dans le sud-ouest, chez les éleveurs de canards, et j'aurais fait part de mon projet. Voilà, je suis riziculteur, j'aimerais mettre des canards pour désherber mes rizières. Conseillez-moi. Tous, ils étaient morts de rire déjà d'emblée. Qu'est-ce que c'est ce zigomard qui veut mettre des canards pour désherber ses rizières, ma foi. Et puis finalement, ils ont été tous de bons conseils, parce qu'ils nous ont conseillé de prendre la race Mullard, qui est une race d'un canard grégaire, commercialement intéressant parce qu'il est gros, et qui a la bonne idée de ne pas se reproduire. Donc, pour notre expérimentation en Camargue, il ne venait pas polluer génétiquement les espèces sauvages. Il correspondait bien au profil qu'on recherchait. Les canards! Les canards! Allez! La première année qu'on a expérimenté, c'était tellement génial, j'en avais pris 300 juste pour faire un petit test dans un champ, que tout l'été, j'ai déplacé mes canards d'un champ à l'autre, parce que c'était vraiment exceptionnel de les voir faire, quoi. Ça, c'était aux Innocents les Mêmes Plaines, quoi, la première année. Après, les difficultés sont arrivées. Et depuis 2011, on a eu de cesse que d'améliorer le processus technique. Voilà, par différentes petites variantes. Quand quelque chose ne marche pas bien, on l'abandonne et on le remplace par quelque chose qui marche bien, à la suite d'observations. Le riz, c'est une plante exceptionnelle dans le sens où, dans sa génétique, elle a deux systèmes racinaires. Un système racinaire pour vivre dans le milieu inondé et un système racinaire pour vivre dans un milieu aérobie. Donc moi, dans mon projet technique, je lui fais développer les deux systèmes racinaires. Pendant la première partie de sa vie, du semis jusqu'au stade de 3 feuilles, je le fais vivre sans eau. Je le sème dans la terre
profond, vers 5 cm de profondeur, dans le frais, parce qu'au préalable, j'ai inondé la parcelle pour faire pousser la mauvaise herbe que j'ai détruite mécaniquement, de sorte de faux semis. Puis je sème le riz dans cette terre très fine et bien fraîche, comme un maïs ou un tournesol. Et là, le riz va se développer avec des racines bien particulières, un peu chevelues, un peu comme des racines de blé. Et quand il arrive au stade de 3 feuilles, c'est là qu'il va déterminer dans quel environnement définitif il va vivre. Donc il faut lui donner le bon signal. Et à ce moment-là, j'inonde la parcelle. Alors là, il se dit, ah, j'ai pas bien compris, je ne pousse pas dans un milieu sans eau, je pousse dans un milieu inondé, donc je vais développer les bonnes racines. Et il va donc déterminer l'emplacement de son plateau de talage, et vont apparaître des racines très spéciales, grosses, creuses, qui lui permettent de vivre sous l'eau, dans un milieu totalement anaérobie. Et là, il n'y a pas de stress. Quand on le fait au stade de 3 feuilles, il n'y a pas de stress. Je le laisse une semaine comme ça pour s'acclimater, et dès l'instant où il sort la 4e feuille, c'est qu'il a compris qu'il était dans un milieu inondé, qu'il a déjà fabriqué des racines spécifiques. Et là, je mets les canetons que j'ai achetés le jour où j'ai semé le riz. Donc les canetons ont le même âge que le riz. Et ils grandissent ensemble. Et les canetons vont rester présents dans la rizière pendant à peu près 2 mois, jusqu'à l'épiaison du riz. Parce qu'autant les canetons n'aiment pas la plante de riz parce qu'elle n'est pas appétissante, la feuille est très rugueuse, autant le grain de riz, ils adorent vraiment. Hein. Là, ils en sont dingues, quoi. Hein. Donc il faut quand même tenter le diable, quoi. Hein. Donc on les enlève dès que les premiers épis commencent à monter, hop, on fait sortir tout le monde de la rizière. Traditionnellement en Camargue, après les récoltes, on pratiquait l'écobuage. Donc les pailles étaient brûlées. Mais c'est doublement dommage. Toute cette matière organique qui est brûlée vient polluer l'atmosphère et rajoute au carbone de l'atmosphère. Et le sol a dépensé de l'énergie pour produire toute cette biomasse. Et cette biomasse lui échappe, elle s'en va en fumée. Donc c'est doublement dommage. Là, en agroécologie, on essaie de faire en sorte que le maximum de matière organique soit restitué au sol. Donc nous n'exportons en fait que le grain, que le surplus, que le pourquoi la plante est cultivée, le grain. Tout le reste retourne au sol. Et donc toute cette matière organique, toute cette biomasse va enrichir la terre. Et au fur et à mesure des années, on a une inflexion du taux de matière organique des sols. Et les canards vont avoir pour mission d'enfouir cette matière organique tout le long de l'hiver, puisque la parcelle va être inondée. Et tout le long de l'hiver, ils vont fouisser le sol, ils vont en manger une partie, et ils vont la digérer et la restituer au sol sous forme de fiente. Et donc on va avoir une activité biologique très intense dans le sol grâce à l'activité des canards. Produire du végétal et produire de l'animal, ça ne s'oppose pas, c'est complémentaire. Bon, d'abord, il est évident que les animaux mangent du végétal, mais surtout, par le biais des besoins du sol, les plantes ont besoin des déjections animales pour contribuer à faire le sol. Donc on voit qu'il y a des complémentarités qui peuvent être aussi bien des complémentarités techniques dans le désherbage que des complémentarités de richesse nourricière. Rappelons-le, en fait, quand cette matière organique se dégrade, ça libère petit à petit de l'azote et du phosphate à un rythme lent, compatible avec le prélèvement des plantes. Ça, c'est une grande leçon. Hein. On ne peut pas opposer l'alimentation animale et l'alimentation végétale. La question, c'est quel équilibre on trouve, aussi bien dans l'assiette que dans les écosystèmes qui produisent ça. Et non seulement on ne peut pas les opposer, mais en plus, il y a d'étroites complémentarités qui nous rappellent que les déchets des uns sont les ressources des autres.
Bon là, la parcelle a eu un rendement exceptionnel, pratiquement 7 tonnes hectares, ce qui est très 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 beau pour de la culture biologique. Ça montre que c'est possible aussi, qu'en bio, on est capable d'avoir des niveaux de rendement très importants. Je souhaiterais qu'il y ait le plus de monde possible qui épouse ces méthodes-là, parce que ce sont des méthodes qui permettront aux jeunes générations de pouvoir continuer à vivre dans une planète propre et durable, quoi. Voilà. On ne peut pas continuer à saccager comme on saccage aujourd'hui. L'objet de travail des agriculteurs, ce n'est pas le sol, la plante, le troupeau pris séparément. Non, c'est à chaque fois un écosystème agricole, un environnement qui n'est plus un écosystème naturel, parce que le bocage, il y a de la biologie, hein, il y a beaucoup de nature, mais ce n'est pas naturel, c'était aménagé par l'homme. L'homme n'aurait pas aménagé ça, que ce serait une forêt, ce serait une lande. La rizière, la première fois que j'ai travaillé dans une rizière, j'ai découvert qu'il n'y avait pas que du riz. Il y avait des poissons, il y avait des escargots, il y avait des grenouilles, il y avait des canards, et les canards picoraient les herbes adventices, et puis plus tard j'ai compris que dans cette eau boueuse, il y avait des cyanobactéries qui fixaient l'azote de l'air, et fixaient par la voie biologique, fertilisaient le riz en azote par la voie biologique en utilisant l'énergie solaire. L'agroécologie, c'est précisément cette étude de toutes les interactions qu'il y a entre les différents êtres vivants, les uns microbiens, les autres énormes et mammifères. Et chaque technique agricole, désormais, doit être évaluée à travers l'impact que ça a sur l'ensemble de l'agroécosystème et pas seulement sur le rendement monétaire de la culture. Non, non, c'est un peu plus compliqué. Il y a deux visages de l'agriculture. Soit l'homme se place comme un organisateur du vivant, ça c'est l'agroécologie, c'est la petite pêche, les types qui s'amontent avec le petit bateau là, pour aller attraper 3 bars et 4 maquereaux. Soit l'homme se place comme un prédateur, c'est l'agriculture intensive, avec les fermes à 15 000 cochons, les poulaillers à 25 000 poules, voilà. Et les champs, les grandes propriétés à 1000 hectares ou 500 hectares, où on ne regarde pas, où on fait des OGM, et les grands bateaux de pêche qui chassent les thons à l'hélicoptère ou à l'avion et qui pillent tout ce qu'ils trouvent sur le passage. L'organisateur du vivant, c'est quelqu'un qui tient compte de tout le vivant, le désirable comme l'indésirable. Et le soleil brille pour tout le monde, aussi bien pour le désirable que pour l'indésirable. Dans un système agroécologique tel que le nôtre, eh bien, même les mauvaises herbes ont leur utilité, puisque, pour le coup, dans nos rizières, elles servent de nourriture aux canards. Alors que l'agriculteur prédateur, il s'en fout de tout ça. Lui, il va tout dézinguer, il va balancer des herbicides, et il va faire de la monoculture de maïs, ou de coton, ou de riz, ou de n'importe quoi. De la monoculture, il s'en fout du reste. Puisqu'il va amener des intrants, de l'engrais, des herbicides, des fongicides, des insecticides, pour finir à la fin en homicide. Je pense que ça y est, il y a une prise de conscience quand même que notre agriculture nous amène droit dans le mur. Mais l'idée qu'il va falloir opérer un changement radical pour des gens qui sont, soyons francs, très souvent sont endettés jusqu'au cou. Quand des gens sont endettés parce qu'ils ont acheté la moissonneuse-batteuse, quand ils sont endettés parce qu'ils ont investi un robot de traite, et qu'un agronome un peu écolo, agroécolo, via un nom, Marc Dufumier, commence à leur proposer de diversifier les rotations, les assolements, de commencer à mettre des légumineuses et ce genre de choses, donc de diversifier, alors que eux, pour amortir leur matériel, ils ont envie de trop se spécialiser. Disons-le franchement, ça ne va pas être simple. Alors, il faut quand même commencer dès maintenant, il faut essayer d'aller le plus vite possible, mais il faut que tout le monde adhère. C'est justement à travers l'agroécologie que l'agriculteur va retrouver ses lettres de noblesse, les lettres de noblesse de son métier, car il va s'inscrire dans un vaste projet qui n'est pas seulement un projet économique ou technique, mais aussi un projet humain, humaniste. L'humanisme, la terre en dépend. Et nous, on dépend notre humanité dépend d'elle. Sola